Deux pays partageant la même devise, un peuple, un but, une foi. Le Mali et le Sénégal viennent de donner un nouvel élan à leurs relations de coopération militaire. Ceci à l'occasion de la visite à Bamako de Birame Diop, le ministre des Forces armées sénégalaises. Ce 6 février 2025, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité du partage des informations et la formation. L'objectif recherché étant de concrétiser la révision de la paix et de la prospérité, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, criminalité transfrontalière, trafic illicite et réseaux criminels, autant de menaces qui nécessitent aujourd'hui une mutualisation des efforts. Nous reviendrons sur le contenu justement de ce partenariat renforcé entre Bamako et Dakar. Après 3 années de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfin évoqué la possibilité de discussion directe avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ces pourparlers seraient conditionnés par l'implication d'autres acteurs internationaux. Qui sont ces acteurs précisément? La déclaration de Volodymyr Zelensky marque-t-elle un tournant alors que Kiev a jusqu'ici rejeté toute idée de dialogue avec Moscou? Nous tenterons également d'apporter quelques éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Pour la toute première fois, Volodymyr Zelensky a évoqué l'idée de négociation ou du moins d'un dialogue direct avec son homologue russe Vladimir Poutine. Doit-on parler d'un tournant dans ce conflit, l'opération spéciale militaire russe menée d'ailleurs du côté de l'Ukraine depuis février 2022. Nous tenterons de cerner les contours de cette thématique tout au long de cette émission du Point sur l'actualité, alors que Volodymyr Zelensky conditionne justement ce dialogue par l'implication de certains acteurs internationaux. On parle de 4 acteurs précisément. Un représentant de l'Ukraine, un représentant de la Fédération de Russie, les États-Unis, mais également un représentant de l'Europe, puisque l'opération spéciale militaire, selon Volodymyr Zelensky, se déroule sur le continent européen. Nous tenterons bien sûr de comprendre le choix et surtout de questionner ces conditions préalables qui sont mises sur la table, mais surtout d'interroger particulièrement ce retournement de veste de Volodymyr Zelensky, qui avait pourtant juré ne pas vouloir négocier avec Moscou et avait relevé clairement qu'il voulait se battre, et ce jusqu'au dernier Ukrainien. À côté de cette thématique, nous reviendrons sur le renforcement des relations de coopération militaire entre Dakar et Bamako, ceci à l'occasion de la visite du côté de Bamako du ministre sénégalais des Forces armées. Il s'agit de Birame Diop, accompagné à cette occasion d'une forte délégation. C'était ce jeudi 6 février 2025. Aux côtés du premier invité de cette émission, Patient Parfum d'Homme est avec moi sur le plateau. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, internautes sur les différentes plateformes, à nos techniciens à qui je dis merci une fois de plus, à l'ensemble de la grande galaxie panafricaine. Une pensée pour les populations des villes de Banjok et de Mkotin, c'est au centre du Cameroun. Ouais. Ce sont des villes qui sont l'épicentre de l'industrie sucrière au Cameroun et pratiquement en Afrique centrale, mais qui ont subi des émeutes dernièrement avec des morts et des blessés assez graves. La ville de Banjok que je connais très bien, qui me tient tant à cœur, sans oublier celle de Cotin, la population, à ces ouvriers agricoles qui sont souvent, qui travaillent dans des conditions proches des métayers agricoles, n'est-ce pas, des damnés de la terre, qui ont tout simplement mis en avant les conditions de travail assez rudes et les conditions salariales plus que déplorables qui sont les leurs, et qui malheureusement n'ont pas été écoutés par la direction de leur entreprise, le groupe Somdia. Et à eux, nous disons, nous sommes auprès de toutes les familles qui ont perdu un membre, qui ont été victimes de la brutalité, de la répression qui s'est abattue sur eux. Oui. Nous leur disons, vous avez toute la confiance de tous les Africains, tous les Camerounais, panafricains qui regardent
ce traitement dégradant, humiliant, violent vis-à-vis de pauvres citoyens qui ne demandent que leur dû et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Surtout, nous sommes dans l'industrie sucrière, nous sommes dans les champs de canne. Pour ceux qui se souviennent encore d'Émile Zola dans son œuvre fétiche où il parlait de ceux qui vont travailler dans les mines. Là, nous sommes dans les champs de canne, nous sommes dans des situations très difficiles. Nous disons à ces populations beaucoup de courage et au gouvernement vraiment de se saisir de cette question et de la régler le plus tôt possible pour arrêter cette saignée au niveau de Mbandjok et d'Nkoteng, qui sont quand même des villes qui font l'honneur et le prestige du Cameroun dans le domaine de l'industrie sucrière. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous, patient Parfum d'Homme. Sur le site internet des FAMA, les forces armées maliennes, il est donc clairement mentionné que dans le cadre de la rencontre de haut niveau sur la coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Sénégal, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, a reçu en audience le ministre des forces armées sénégalaises Birame Diop, accompagné d'une forte délégation. C'était le jeudi 6 février 2025 dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des anciens combattants. Était aussi présent le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sidiki Samake, les chefs d'état-major généraux des forces des deux pays, à savoir le général de division Omar Diarra du Mali et le général de corps d'armée Mbaye Cissé du Sénégal. Cette rencontre de 2 jours a pour objectif de renforcer la coopération sécuritaire entre la République du Sénégal et la République du Mali. En dépit, patient Parfum d'Homme, du retrait du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, on se réjouit tout de même de voir que des initiatives comme celle-là demeurent, notamment sur le plan bilatéral, surtout entre Dakar et Bamako. On ne peut que se réjouir de constater que malgré le fait qu'au niveau de l'instance sous-régionale qui était la CEDEAO, il y a eu un split et que l'AES s'est constituée comme nouvelle réalité politique dans cette sous-région. Cela n'a pas du tout amené les gens à perdre le bon sens. Le bon sens voudrait quand même que les questions sécuritaires, par exemple, entre le Mali et le Sénégal, qui partagent une frontière très active du point de vue des échanges économiques et des échanges culturels et même humains, soit quand même un des points importants en ce qui concerne les questions sécuritaires, et que ces deux pays, avec leurs forces armées, puissent coordonner leurs efforts pour assurer la paix, la sécurité des hommes et des biens au niveau de leurs frontières communes, pour que justement le relèvement économique, culturel et social de ces deux pays ne soit pas du tout remis en cause par cette par toutes les menaces qui peuvent... cette divergence avec le fait que les pays de l'AES soient partis de la CEDEAO. Donc c'est une très bonne chose et nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette initiative, et nous espérons que cela ne va pas seulement se limiter entre le Mali et le Sénégal, mais que tous les autres pays frontaliers des pays de l'espace AES puissent avoir la même démarche, une démarche de conciliation, une démarche qui ira dans le sens de renforcer des coopérations, une démarche qui ira dans le sens d'affiner encore davantage les questions sécuritaires au niveau de ces différents pays, pour ne pas permettre justement qu'on se serve de cette divergence, on peut l'appeler ainsi, du moment momentané, pour créer encore beaucoup plus de désordre et de chaos entre ce qui constitue aujourd'hui les pays de l'AES et ce qui est resté
des pays de la CEDEAO. Quand on vous entend parler de différences momentanées, on a l'impression que vous projetez dans le long terme en espérant justement que ces passerelles d'échange, de coopération, tant sollicitées jusqu'ici, resteront tout de même ouvertes, patient parfendum. Nous avons appris par exemple aujourd'hui que les fonctionnaires du moins de la CEDEAO, ici de l'AES, ont reçu leurs lettres. Les lettres d'ailleurs qui mettaient fin à leurs fonctions au niveau de la CEDEAO. C'est un pas de plus vers ce retrait acté de plus en plus de l'AES de la CEDEAO, mais du point de vue de la CEDEAO, on a l'impression que ces passerelles-là, on ne cherche pas à les laisser ouvertes, patient parfendum. Non, je ne pense pas. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal et même légitime. Ces différents fonctionnaires des pays de l'AES siégeaient au sein de la CEDEAO en tant que représentants de leurs différents pays au sein de la CEDEAO. Maintenant que la rupture a été consommée, il va de soi, n'est-ce pas, que ces fonctionnaires soient remis, n'est-ce pas, à la disposition de leur pays d'origine, et que, d'ailleurs, j'ai vu les modalités qui démontrent quand même que ce n'est pas avec un couteau entre les dents ou bien chassés comme ils n'ont pas non plus été chassés comme des malpropres. Il y a quand même un certain nombre ils ont dit qu'ils seront remerciés, ceci dans le respect, dans l'art, du moins dans le respect de la réglementation en vigueur. Et que ce départ ne prendra effet qu'à partir du 30 septembre prochain. Mais je reviens à ce communiqué de la CEDEAO, patient parfendum, qui le 29 janvier dernier soulignait clairement que les portes de dialogue restent ouvertes, et ce à tous les niveaux. Est-ce que cette mesure-là ne peut pas s'inscrire en contradiction justement avec ce que la CEDEAO disait, patient parfendum? Il fallait bien un levier aujourd'hui pour laisser cette main tendue vis-à-vis de l'AES, patient parfendum. Cette main tendue, ce sont par exemple des initiatives comme celle-là. Mais là, c'est dans un cadre purement de la gestion administrative de la CEDEAO. C'était des fonctionnaires de la CEDEAO. À partir du moment où leurs pays se sont retirés de la CEDEAO et que la CEDEAO va recalibrer, n'est-ce pas, l'ensemble de son administration, je crois qu'il était tout à fait normal qu'ils soient reversés, une fois de plus, ils soient retournés à leur pays d'origine, qui ne sont plus membres de la CEDEAO. C'est quand même un peu bizarre de voir des fonctionnaires et du Mali, du Burkina et du Niger qui vont continuer à siéger au sein de l'administration de la CEDEAO comme étant membre de la CEDEAO. Il y a un problème. Donc je pense pas que... Mais vous faites quoi des passerelles que vous voulez laisser ouvertes aujourd'hui? Les voilà qui se construisent ces passerelles. Ce renforcement, la coopération militaire, sécuritaire entre le Dakar Sénégal et Bamako et le Mali. Et nous aimerions que cela ne se limite pas seulement à l'aspect militaire et sécuritaire, mais qu'on puisse voir de pareilles rencontres sur le plan économique, sur le plan culturel, sur d'autres plans, pour renforcer justement la cohésion et la coopération entre les pays de ce qui reste la CEDEAO et les nouveaux pays de l'AES. Justement, notre crainte, c'était que les faucons de part et d'autre ne poussent pas à une rupture radicale des relations entre les deux entités et les pays qui sont dans les deux entités. Je crois que nous sommes très heureux de constater que cela n'a pas pu avoir lieu. Au contraire, nous sommes dans une nouvelle dynamique qui pourra quand même à terme revenir à l'idée qui est toujours la mienne, parce que moi je suis un militant panafricain, c'est-à-dire l'unité politique de notre continent. Nous ne sommes pas entendus, on n'a pas été d'accord pour un moment, mais avec le temps, nous pensons que nous serons capables de digérer, n'est-ce pas, ces malentendus et revenir à des formats qui sont dans l'ordre de la construction panafricaine authentique, comme nous l'avons toujours souhaité et comme nous sommes battus, et pour laquelle nous sommes battus depuis des décennies, pour qu'enfin l'Afrique puisse être une, libre, indépendante et unie. Merci à vous. Le mot que je cherchais, c'était lettre de fin de mission. Lettre de fin de mission. Voilà, ces lettres de fin de mission qui ont donc été remises. La démarche? Oui, les conditionnalités qui sont vraiment attrayantes pour ces fonctionnaires qui partent. Il y a des émoluments qui sont payés. Émoluments, oui. Il y a beaucoup d'avantages qu'ils vont recevoir. En fonction de l'ancienneté et bien d'autres modalités. Voilà, donc, je pense que ça veut dire tout simplement que c'est une séparation, n'est-ce pas, à la bonne franquette,
si on peut le dire, en espérant que demain, nous allons nous retrouver de nouveau pour former quelque chose de plus solide, de plus consistant, mais surtout quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble des peuples de l'Afrique de l'Ouest. On rappelle d'ailleurs que pour l'heure, les autorités de l'AES n'ont pas réagi, du moins à la démarche de la CEDEAO, suite à cette démarche de remise de lettres de fin de mission, même si elle se fera d'ailleurs dans le respect du règlement en vigueur. Le mandat en lui-même ne prendra fin que dans 8 mois, c'est-à-dire le 30 septembre prochain, revenant justement sur ces fonctionnaires issus, ces fonctionnaires de la CEDEAO issus notamment de l'AES. Mais avant peut-être de prendre le premier appelant, patient parfait, donc la démarche du Mali et du Sénégal s'inscrit dans un cadre bien particulier. Vous avez parlé de ce rapprochement, et ce dans tous les domaines. Là, on parle de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. On parle également de la criminalité transfrontalière, les trafics illicites, des réseaux criminels qui constituent aujourd'hui autant de menaces, nécessitant notamment la mutualisation des efforts. Mais peut-on réellement affirmer, sans ambiguïté, que cette démarche consolide encore un peu plus les autorités sénégalaises aujourd'hui dans leur approche, celle axée sur le panafricanisme, celle qui les a pratiquement conduits au pouvoir? On a beaucoup parlé de rupture de ce côté à leur arrivée. Est-ce qu'ils sont justement dans l'implémentation de ce projet qui les a conduits au pouvoir? Ils sont dans une donnée et dimension très pragmatique, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, le Sénégal et le Mali sont obligés de coopérer, même s'ils ne font plus partie de la même entité. Mais n'oublions pas qu'ils font quand même partie encore de l'autre regroupement qu'on appelle l'UMOA. Oui. Au niveau de l'UMOA, tous ces différents les pays de l'AES ne sont pas pour l'instant sortis de l'UMOA, que l'Union monétaire, n'est-ce pas, voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous ne pouvez pas penser, programmer, vous projeter dans une vision sécuritaire du Mali sans l'appui d'un pays comme le Sénégal, sans la collaboration d'un pays comme le Sénégal. Et vice-versa d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la même dans le même regroupement sous-régional qu'on peut penser que, bon, on se tourne le dos, on se regarde en chaîne de faïence et on ne prend pas en compte la dimension de cette sécurité. C'est une relation bilatérale déjà. C'est une relation bilatérale et c'est très important. Et c'est pour ça que je pense que les autorités sénégalaises sont à féliciter parce que apparemment c'est eux qui ont pris les devants pour montrer quand même qu'il y a cette question-là, les questions que vous venez d'évoquer, les défis qu'il faut relever et qui ne peuvent être relevés que dans le cadre de la mutualisation des efforts, n'est-ce pas, des deux pays pour permettre justement, une fois de plus, que la question de la sécurité des hommes et des biens soit assurée, la question de la sécurité du territoire, des territoires des différents pays soit de mise et surtout qu'on puisse continuer d'aller en avant dans cette coopération-là, parce que qui parle de coopération militaire parle plus tard de la capacité pour ces deux pays d'avoir des espèces de joint venture sur le plan économique, sachant que sur le plan sécuritaire, c'est assuré, qui pourront permettre de relancer le développement de ces différents pays dans les aspects économiques, dans les aspects scientifiques, dans les aspects culturels et tout ce que vous voulez. Donc, moi, je dis félicitations aux autorités sénégalaises qui ont vite compris ce qu'il faut faire et j'espère tout simplement que les autres pays, je vois le Niger avec le Nigeria, je vois le Burkina avec le Bénin, le Togo, etc., vont prendre la graine à partir de ce qu'ils ont vu au niveau de cette rencontre-là pour que justement on ne continue plus de se regarder en chair de faïence. Ce qui est passé, et là c'est une réalité nouvelle, elle va prendre son envol, mais que les pays en termes de coopération bilatérale renforcent justement leur coopération pour que nous soyons à l'abri des tentatives de déstabilisation à partir de nos frontières communes qui seront activées et actionnées par nos ennemis que nous connaissons. Et je dis bravo
au gouvernement sénégalais d'avoir pris cette initiative-là. Merci à vous. Dans quelques instants, nous parlerons de l'opération spéciale militaire du côté de l'Ukraine avec la position de Kiev, précisément celle du président Volodymyr Zelensky, prêt à discuter directement avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il s'agit bien sûr d'une première depuis février 2022 pour un président qui jusqu'ici avait fermé la porte à toute négociation avec la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui a bien pu changer pour que Volodymyr Zelensky retourne donc sa veste? Il parle de l'implication d'autres acteurs sur le plan international. Nous reviendrons justement sur la pertinence de cette démarche. Mais bien avant, M. Kofi nous attend au standard. Bonsoir à vous, M. Kofi. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Pafendom. Sois salué, M. Pafendom. Je salue aussi les techniciens de standard. M. Nguéné, vraiment, la CEDEAO, moi je pense qu'il ne faut plus parler de la CEDEAO sur Foyu Média, mais comme vous êtes obligé de le parler, sinon si c'est que moi seul, on ne parle plus jamais de la CEDEAO sur Foyu Média parce qu'elle est morte. Ces trois pays, nos trois dirigeants dignes de ces trois dirigeants-là, ils vont jamais revenir à la CEDEAO. La CEDEAO, elle est morte pour nous les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Ça n'existe plus. C'est un club d'amitié des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois grandes nations ont pris le destin en main de nous faire sortir de la CEDEAO, des mains de l'Occident. Donc la CEDEAO, elle est morte. Elle ne va plus jamais renaître encore à nouveau. Ça, ce n'est pas possible. Si ces trois dirigeants-là, s'ils nous trahissent à repartir encore dans la CEDEAO, et même connaît leur sentence, connaît leur sort. Donc moi, je ne pense pas si la CEDEAO va tendre sa main à des centaines de kilomètres, ça ne peut plus marcher. C'est fini, on s'en va. Nous, on est déjà partis. Donc la CEDEAO, elle est morte pour nous. On ne parle plus jamais de la CEDEAO encore avec les pays de l'AES. C'est fini. Bientôt, mais l'Afrique de l'Ouest sera toute l'AES. Donc, on fait quoi avec la CEDEAO? C'est un club d'amis. La CEDEAO, c'est un club d'amis. Donc, nous, on est partis. Quand je finis de dire ça, M. Ndo, le président ukrainien, il va négocier. Qui lui a dit, au départ de l'action, qu'on lui a dit de négocier, et il a refusé parce qu'il a fini d'assassiner toute la population ukrainienne de l'Ukraine, et maintenant il revient négocier. Moi, si c'est moi à la place du président Poutine, je ne vais jamais m'associer avec lui pour s'asseoir et discuter. Ça, jamais. Ça, jamais. Parce que l'ancien président des États-Unis est tombé, il n'a plus de financement, donc il accepte maintenant à partir aux négociations. Entre-temps, toute la population de l'Ukraine est assassinée par sa faute. Est-ce que pourquoi les États-Unis ne peuvent pas venir taper poitrine devant la Russie et c'est l'Ukraine, petit pays comme ça, tu viens taper sa poitrine devant la Russie? Pourquoi les États-Unis, tu veux faire la guerre avec la Russie, ils ne viennent pas directement et ils passent par Zelensky? S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir directement pour faire la guerre avec la Russie. Là, comme ça, à la fin de la guerre, on sait qui va libérer le monde. À l'heure actuelle, la Russie est la première puissance militaire sur Terre. Donc, je ne vois pas pourquoi le président Poutine même s'en va s'asseoir avec Zelensky. Il n'a qu'à tout prendre l'Ukraine. Comme ça, quand l'Ukraine va perdre son nom sur la carte mondiale, désormais, si on dit à un pays de venir s'attaquer à la Russie, ils vont bien réfléchir avant d'abord de venir. Monsieur Nguéné, soit salué, je ne vais pas trop prendre la parole. Je voulais saluer Pafendom depuis l'Afrique Média jusqu'à aujourd'hui. Pafendom, soit salué pour tout ce que tu fais pour l'Afrique et les Africains. Grâce à la communication, grâce à votre bravoure et votre courage, l'Afrique est libre et nous sommes libres. L'indépendance, on a acquis l'indépendance totale. Monsieur Ndom, soit salué, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Nguéné. Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire, merci à vous. Je pense qu'il était le premier appelant de la soirée. Au standard, on fait quoi? Est-ce qu'on prend directement? Je pense que nous allons rester au standard et prendre un autre appelant. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir à vous. Allô? Oui, bienvenue. Alors, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, bienvenue sur For You Media Africa. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Oui, moi, c'est Jean. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous avons du mal à vous écouter. Votre retour est très bas. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Merci à vous. Bienvenue. Je vous appelle de Bulle. Allô? Oui, nous vous écoutons. Concernant la structure, ce qu'il faut là est encore là, c'est ce que j'avais à dire. Alors, nous avons eu de la peine à vous écouter. Votre réaction a été tellement brève et pas du tout audible, difficile justement de décoder votre message. Je pense que les codes d'accès sont affichés, vous revenez quand vous le voulez. Je rappelle que dans quelques instants, nous nous intéresserons d'ailleurs à la principale thématique de cette émission, du point sur l'actualité. Nous avons tenu à faire un crochet au standard avant de revenir. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, salut Prince Guérin, salut le doyen, salut à tous les auditeurs du For You Media. Thank you so much. Monsieur Guérin, vraiment, si monsieur, comment on appelle, président ukrainien, you know, so, s'il a décidé de venir discuter, ça c'est bien. Mais s'il comptait de l'Amérique, pour que lui, avec son petit pays, il croit qu'il peut attaquer la Russie, maintenant c'est la force qui domine. Vous avez cette question de, président ukrainien. You want to talk about Vladimir Putin. Il faut voir ça. Ça, c'est le même exemple qu'on parlait d'hier. Vous avez vu, la Russie a imposé sa force. Parce qu'il voit que partout dans le coin, il ne peut pas gagner. Il est obligé de venir à table pour discuter. C'est la même chose que nous aussi on demande au Congo. Il faut que le président congolais mette la force, équipe les Congolais, et puis faire la guerre. Tous ceux qui sont congolais et puis prennent armes pour contre le pays, il faut faire la guerre avec eux. C'est la force qui domine. Après, maintenant, on va aller négocier. Mais si tu n'as pas la force, tu vas aller négocier avec quoi? Si Vladimir Poutine, s'il n'avait pas la force, est-ce que Zelensky, avec le soutien de l'OTAN, est-ce qu'il allait... Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Voilà, maintenant, ils vont aller à la négociation. Parce qu'un grand, c'est un grand. Un grand reste un grand. Si tu es un grand, et puis un petit veut venir détruire le grand, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est un bon exemple que les Congolais doivent tirer pour appliquer dans leur propre pays. Et merci beaucoup et bonne émission à toi. Thank you so much. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard pour quelques minutes encore, aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs, auditeurs à la limite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue sur For You Media. Alors, prenons celui qui est prêt au standard. Prenons ceux qui sont prêts. Je veux dire... allô, bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, For You Media. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais répondre et réagir brièvement sur l'affaire de l'Ukraine. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'on avait dit dès le début. Zelensky a beaucoup déconné. Il a beaucoup déconné. Il ne sait pas qui lui a donné des conseils. Et puis, bon, peut-être qu'il n'a jamais lu l'histoire. C'est ce que moi, je retiens de la réaction de Zelensky depuis 2022. Parce que M. Joe Biden, qui le poussait ou bien qui le faisait croire qu'il pouvait battre l'Ukraine et la Russie, on lui a donné tous les moyens, les chars léopards, les quoi que ce soit, tout ce que l'Allemagne lui a donné, tout ce que les gens lui ont donné, l'Union européenne et tout, ils couraient ici. Non, donnez-moi crédit, aidez-moi, je vais battre la Russie. Vraiment, moi je pense que Zelensky, c'est un monsieur, il est bien, il doit quitter le pouvoir pour aller continuer son rôle de comédien. Il ne va pas lui manquer de respect, mais
il doit quitter le pouvoir pour aller continuer son rôle de comédien, son rôle d'acteur qu'il avait auparavant. Après avoir fini de faire tout ça, faire tuer la population, détruire l'Ukraine, après avoir fait tuer les militaires ukrainiens, tout ça, aujourd'hui, il vient, subitement, il devient lucide parce qu'il voit que Joe Biden, son grand soutien est tombé et que les Européens à qui on prêtait, par qui on faisait transiter l'argent pour lui donner, pour qu'on puisse le blaguer, qu'il peut battre la Russie, aujourd'hui, eux tous, ils ont compris que leur grand soutien, Joe Biden, est tombé. Ils sont en train de pousser Zelensky à la négociation. Et il y a mon prédécesseur qui l'a dit, ça aurait été moi, Poutine, je ne négocie pas avec, je ne discute même pas avec un comédien, un grand comédien, un homme de sa trempe, qui a passé tout son temps à se blaguer lui-même. Je ne discute pas avec lui. Mais comme nous sommes dans le monde et qu'à un moment donné, il faut penser aux civils, peut-être que c'est ce qui va pousser Poutine à discuter. Sinon, pour moi, Poutine devait continuer l'opération jusqu'à capturer. Zelensky, c'est un individu, on doit le capturer et lui donner des conseils pour que dorénavant, il ne recommence plus. C'est ce qu'il a fait. Il a fini de détruire tout le pays, maintenant il veut négocier. Il veut négocier quoi? Il veut discuter quoi? Qu'est-ce qu'il veut discuter? Moi, je ne comprends pas. Il aurait pu le faire dès le départ, s'il avait lu l'histoire. Mais c'est grave. Ceux qui t'ont poussé à faire tout ça là, eux-mêmes, ils savent que c'est la Russie qui a libéré l'Europe du nazisme. Ils le savent très bien, mais ils t'ont poussé, ils t'ont fait croire que tu peux battre la Russie. C'est pas bien. Donc, M. Zelensky, prochainement, ne recommencez plus ça. Vous avez fini de détruire votre pays. Aujourd'hui, vous voulez... Si moi, j'étais un soldat ukrainien, là, dès que j'ai entendu ça dans la bouche de Zelensky, là, je le renverse. Je l'arrête, je le renverse. Si j'étais un officier de l'armée ukrainienne, j'allais renverser et arrêter Zelensky. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, c'est très grave. Il doit des comptes à la nation ukrainienne. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour votre contribution. Quelques appelants encore au standard aux côtés du premier invité de cette émission. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Allô, bonsoir, bienvenue sur For You Media Africa. Bonsoir, monsieur Ngele. Notre patriarche doit être patient parfait d'homme, qu'on ne saura jamais remercier à sa juste valeur. Hein. Alors, ce qu'il fait, il n'y a que la nature pour le récompenser. Alors, parlons de la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal. Et quand on entend ça, on dit que nous avons commencé à bien réfléchir désormais. Et ça, il faut applaudir ça. On a commencé à bien réfléchir maintenant. Nous devons savoir là où se trouvent nos intérêts. Et si nous devons taire nos égaux, nous devons vraiment, comment faire ça, nous rabaisser. Je crois que les autres pays aussi devraient faire de même. Qu'est-ce que le Togo attend? Qu'est-ce que le Bénin attend? Qu'est-ce que le aujourd'hui semble ne pas appartenir aux Ivoiriens et aux Africains? Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend? Qu'est-ce que le peuple ivoirien attend? Et donc, c'est une obligation pour nous de procéder comme ça. Il faut dire merci au président Bassirou Diomaye Faye. Et que nous puissions. Une nouvelle interruption. Je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre rapidement en fonction des retours de la réalisation. Quelqu'un d'autre? Est-ce que nous avons quelqu'un? Allô, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue sur For You Media Africa. J'aimerais saluer le doyen, monsieur Parfait d'Homme. Et un bonsoir à vous également. J'aimerais intervenir ce soir. Bon, je vais plus m'attarder sur le second thème, même s'il n'a pas encore été abordé directement sur le plateau. Et dire quelques mots d'abord sur le premier thème. Bon, en ce qui concerne la relation entre le Mali et le Sénégal, c'est déjà appréciable parce que c'est pas parce que les États de l'AS ont décidé de quitter, n'est-ce pas, la CEDEAO,
que forcément, il va falloir rompre toutes les relations avec les pays qui restent dans la CEDEAO ou non. Comme le doyen Parfait Ndom l'a dit bien, je suis d'avis avec lui. Il faut que ce mouvement s'intensifie, n'est-ce pas, sur deux plans, sur le plan économique, culturel et politique, et ça, c'est très important, vraiment. Et maintenant, voilà tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Maintenant, sur le deuxième sujet, j'aimerais dire que je suis très offusqué, n'est-ce pas, par la position de M. Zelensky aujourd'hui. Ce monsieur, j'aimerais bien m'interroger s'il a toutes les aptitudes à pouvoir être président d'un pays. Parce que lorsqu'aujourd'hui il se décide, n'est-ce pas, à se lancer dans une forme de négociation avec l'Ukraine, je me demande bien d'où est-ce qu'il était depuis 2022. Depuis 2022, les populations ukrainiennes ont été tuées, les villes ukrainiennes ont été saccagées. Nous allons lister les dégâts jusqu'où? Les dégâts matériels, les dégâts humains, tout ça. Celui qui se dit être président était au pouvoir, mais il n'a pas entraîné aucun mouvement pour pouvoir remédier à cela. Il s'est laissé manipuler, n'est-ce pas, par les populations de l'Union européenne. Il s'est laissé manipuler par les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui voulaient profiter de la situation pour pouvoir régler ses comptes avec la Russie, mais ce monsieur n'a pas compris cela. Il s'est décidé de suivre ces gens. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il se lance dans une forme de négociation, où il peut même juste exiger qu'il y ait des personnes qui l'a listé, les nations, les États-Unis, l'euro, et autres, là, je me demandais bien, n'est-ce pas, de qui vient cette perspective, de qui vient ce mouvement, qui l'a impulsé à pouvoir prendre une telle décision aujourd'hui. Alors que par le passé, depuis 2022, nous voyons comment est-ce que des populations meurent, nous voyons comment des infrastructures routières, immobilières sont détruites. C'est très lamentable et à la limite déplorable pour un président qui se dit, n'est-ce pas, avoir l'amour de sa nation, servir son pays. Donc aujourd'hui, lorsqu'il se décide de prendre une telle mesure, bon, c'est vrai, d'une part, moi je me dis c'est trop tard, mais puisqu'il n'est jamais, n'est-ce pas, dans la vie, nous le disons trop tard lorsqu'il faut régler les différends. Bon, si c'est décidé vraiment de manière volontaire à aller vers la Russie pour une forme de négociation, c'est bien parce qu'il comprend que cette guerre qu'il veut, n'est-ce pas, intensifier, ne peut l'amener nulle part et il ne peut pas sortir vainqueur de cette guerre, même si il faille qu'on d'autres puissances la rejoignent. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, sur le plan militaire, la Russie occupe une place très importante, n'est-ce pas, dans le monde. Et maintenant, toutes ces actions qu'il voulait mener par le passé, il comprend donc qu'en réalité, il n'a pas été vraiment apte à pouvoir gérer cette situation de guerre qui s'est présentée. Et puis, s'il se décide de se lancer dans ça, bon, nous attendons voir jusqu'où est-ce que cette action mènera. Et nous attendons, n'est-ce pas, la position du président de Russie, Vladimir Poutine. Vraiment, je peux continuer jusqu'à ne pas m'arrêter, mais parce qu'il y en a d'autres personnes, je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. Arrêtez-vous à ce niveau. Nous vous encourageons d'ailleurs à ne pas déborder d'ailleurs le temps de parole. Merci à vous pour votre prise de parole, du moins pour votre intervention. Est-ce que nous avons rapidement quelqu'un d'autre avant de fermer le standard provisoirement? Je dis bien provisoirement parce que nous reviendrons tout à l'heure pour un deuxième round. Mais pour l'heure, je pense qu'on peut prendre je ne sais pas si je dois parler dernier, mais parlons plutôt du dernier, du premier round. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Je remercie la chaîne For You Media pour cette initiative que vous donnez aux gens pour que tout le monde puisse s'exprimer. J'aimerais réagir déjà sur la thématique de l'Ukraine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous recevons parfaitement. Allez-y. Allô? Ok, d'accord. Donc, j'aimerais dire par rapport à la situation de l'Ukraine et concernant leur président déjà, M. Zelensky, j'aimerais dire que si Zelensky aujourd'hui est en train de dire qu'il veut partir à des négociations, cela n'est pas juste.
Cela n'est pas juste. Cela n'est pas juste parce que déjà dans le mois d'août, il y mettait déjà l'idée d'aller à des négociations. Et quelques temps après, on a vu qu'ils ont lancé déjà. Oh God. Alors, nouvelle interruption. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour le retrouver, mais je pense que clairement nous allons revenir, et ce de façon provisoire. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas pu réagir, vous le ferez dans une quinzaine de minutes, quinzaine ou alors vingtaine. Le temps pour nous justement d'aborder cette thématique. C'est de l'opération spéciale militaire avec le président ukrainien, ou devrais-je dire le président illégitime de l'Ukraine, puisque du côté de l'Ukraine, on ne l'appelle plus président. Il est un homme politique comme tous les autres. L'homme politique ukrainien Volodymyr Zelensky a donc enfin évoqué la possibilité de discussion directe avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'est pour parler, serait pour l'heure conditionné à l'implication d'autres acteurs internationaux. On parle de qui? On parle d'une partie russe, d'une partie ukrainienne, d'une partie européenne, mais surtout d'une partie américaine. La question qu'on se pose est celle de savoir, la déclaration de Volodymyr Zelensky marque-t-elle un tournant dans cette opération spéciale militaire russe déclenchée, on le rappelle, en février 2022. Mais avant de retrouver à Ouagadougou Nabaloum Abdoulaye, nous vous proposons tout d'abord cet élément. Ce sont des mots creux et de telles déclarations les désignent comme un maniaque. Voici les réactions des responsables russes à la nouvelle interview que Volodymyr Zelensky a donnée au journaliste britannique Piers Morgan, au cours de laquelle il a fait plusieurs déclarations choquantes. Mais ça, ce n'est pas nouveau. L'homme politique ukrainien a admis que des négociations directes avec Vladimir Poutine seraient possibles si c'était la seule configuration pour parvenir à la paix, tout en décrivant le dirigeant russe comme son ennemi. Pour le porte-parole de la présidence russe, ici, les émotions n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir de place pour les émotions. Seulement une analyse juridique et un pragmatisme absolu. Il est nécessaire de comprendre clairement la situation. Notre analyse, présentée à plusieurs reprises par le président Poutine, montre que M. Zelensky a de gros problèmes de jure concernant sa légitimité dans son pays. Mais même malgré cela, la Russie reste ouverte au dialogue. De plus, le développement des événements sur le terrain et la dynamique de l'opération militaire spéciale indiquent clairement que l'ouverture et le désir de négociation doivent venir avant tout de Kiev. En revenant aux négociations entre Moscou et Kiev, rappelons qu'en octobre 2022, Zelensky a signé un décret interdisant de négocier avec la Russie tant que Poutine en était le président. Comment peut-on reprendre les pourparlers maintenant s'ils sont interdits? Dans son interview, Zelensky a aussi lancé un ultimatum. Il le fait assez souvent et on en a l'habitude, en déclarant que si les autorités américaines n'acceptaient pas l'Ukraine en tant que membre de l'OTAN, des armes nucléaires devraient lui être données. Une déclaration qui n'a pas laissé indifférent ni Maria Zakharova ni Dmitry Peskov. Les nouvelles déclarations de Zelensky sur la volonté de posséder l'arme nucléaire le désignent comme un maniaque qui considère la planète comme l'objet de ses fantasmes pervers. Elle prouve que les centrales nucléaires ne sont pas pour lui une source d'énergie pacifique, mais une arme nucléaire sale dont le régime de Kiev a besoin à des fins de chantage. De telles déclarations confinent à la folie. Il existe un régime de non-prolifération des armes nucléaires. On voudrait croire que malgré le niveau de compétences professionnelles de la génération actuelle des responsables politiques européens, qui laisse beaucoup à désirer, l'Europe est quand même à peu près capable d'évaluer sobrement l'absurdité et le danger potentiel de discuter d'un tel sujet. En mentionnant le refus de la nouvelle administration américaine de voir l'Ukraine au sein de l'OTAN, Zelensky a parlé du discours de Donald Trump du 7 janvier où le républicain reconnaissait que l'administration de Joe Biden avait commis une erreur en admettant la possibilité d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Des propos qui furent salués par Moscou. Et là, pour la première fois, le président Trump, lors de l'un de ses premiers discours, a déclaré en critiquant la position de l'administration de Biden dans la crise ukrainienne, a déclaré explicitement que l'une de ses erreurs principales était d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN.
Et que si Trump avait été président pendant les 4 années précédentes, ça n'aurait jamais eu lieu et le conflit n'aurait jamais commencé. Pour la première fois, j'insiste là-dessus, un dirigeant occidental, pas un quelconque dirigeant occidental, mais le dirigeant américain, c'est-à-dire le dirigeant de l'ensemble du monde occidental, a prononcé ces mots que nous avons en fait salués. Parce que pour la première fois, le problème de l'OTAN a été désigné comme un sujet dont les États-Unis sont prêts à discuter sérieusement. Et ce sont justement les États-Unis, bien évidemment, qui décideront de la position de l'Occident et donc de la position de Kiev. Mais il y a des moments de lucidité dans cette interview. Zelensky a enfin admis la réalité sur les capacités de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre tous nos territoires. Nous sommes des gens sensés et nous ne pouvons pas perdre des millions de personnes pour un résultat qui risquerait de ne jamais être atteint. Et après tout cela, Zelensky ajoute que l'Ukraine a perdu moins de 50 000 personnes au total depuis le début de l'opération militaire spéciale. Pour être plus précis, 45 100 morts et près de 390 000 blessés. Mais selon le ministère russe de la Défense, les pertes de l'Ukraine en morts et blessés seraient déjà de plus d'1 million. Vu la situation sur le front et les avancées considérables des troupes russes, les chiffres du ministère russe de la Défense semblent beaucoup plus fiables. Zelensky n'a donc pas vraiment été honnête à ce sujet et plusieurs autres, comme nous le voyons depuis quelques temps. Alors pour en parler aux côtés de Patient Pafendom, nous allons tout de suite du côté de Ouagadougou où nous attend Nabaloum Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir Nabaloum. Oui, bonsoir le frère Nguéné. Bonsoir au doyen Pafendom. Bonsoir à la direction générale et toute l'équipe de For You Media. Je m'excuse encore pour cet incident de retard. Alors, mon bonsoir également à l'ensemble de tous les panafricains de l'Afrique et de la diaspora qui sont dans cette lutte d'autodétermination. Alors, pour le sujet concernant l'Ukraine et principalement Zelensky, je dirais qu'il a été tellement dit et redit sur l'Ukraine et la personne même de Zelensky que je dirais encore que toute action politique, lorsqu'elle est posée, alors elle est posée dans un objectif bien précis avec des résultats qui sont visés. Aujourd'hui, ce que je comprends de cette sortie de Zelensky, c'est qu'il a compris que ses jours sont comptés. Et ces jours sont comptés parce que la politique de Donald Trump ne cadrant pas avec celui de son prédécesseur qui véritablement partageait les mêmes visions que le Zelensky. Aujourd'hui, Zelensky est pris dans une situation où il va être simplement éjecté. Alors, pour ne pas être totalement éjecté d'un coup, sans voir la suite des événements. Donc, il anticipe avec cette conférence de presse et on a suivi l'ensemble des éléments aussi contradictoires que controversés des propos tenus par ce monsieur. Donc, c'est dire que tout ce qu'il dit aujourd'hui n'a plus force de valeur, n'a plus force de caractère, en tout cas, à susciter une réaction vraiment dans le sens d'une construction possible. Donc, de mon point de vue, alors ce qu'il est en train de poser, c'est parce qu'il va être éjecté. Et pour la suite, je pense que c'est peut-être une opportunité pour lui de pouvoir toujours insister pour être pris en compte dans les décisions majeures qui vont venir. Parce que le président Trump l'a clairement indiqué sa vision par rapport à cette guerre, sa vision par rapport à la position de l'Ukraine. Et je pense que les objectifs entrevu par le président Trump va déjouer beaucoup avec la politique de l'OTAN, avec la politique des Européens concernant l'Ukraine. Donc c'est en anticipation de l'ensemble de ces éléments-là que, de mon avis, il a fait cette communication pour une fois rappeler qu'il peut être compté dans les jours à venir pour les grandes décisions qui vont tomber. Alors Nabaloum, on a également envie de se poser cette question. À quoi auront donc servi ces 3 dernières années de résistance, si on pourrait les qualifier ainsi? On parle d'un bilan lourd côté ukrainien. Plus d'1 million de personnes ont donc perdu la vie depuis le début de cette opération spéciale militaire russe. À quoi auront servi
ces 3 dernières années si l'objectif au final était de se retrouver autour d'une table de négociation comme le souhaite aujourd'hui Volodymyr Zelensky? Alors, je dirais que Zelensky ne souhaite pas la négociation. Je ne pense pas qu'il le souhaite de son fond intérieur. Mais nous l'avons écouté, Nabalou. Nous l'avons écouté. Et il dit qu'il s'il y a un moyen d'éviter plus de pertes en vies humaines et que la solution est forcément un dialogue avec Vladimir Poutine, tant mieux. Et il apprend cette solution. Nous l'avons écouté, Nabalou. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'a pas prononcé les mots. Il a certes prononcé ces mots, mais en réalité, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'il prononce des mots, soit disant qu'il veut aller à la négociation. Mais à toutes les fois, il n'est jamais parti à la négociation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il anticipe une situation dont il va venir et dont il n'a pas la force de pouvoir contenir cette situation. Donc, il s'agite un peu pour être pris en compte dans cette nouvelle situation qui est en train de venir. Maintenant, à quoi a servi effectivement ce bilan lourd des 3 années de guerre? Je dirais que Zelensky lui-même, qui n'est plus président de l'Ukraine, qui a envoyé son peuple à la boucherie humaine, vraiment c'est une catastrophe que personne n'aurait souhaité avoir une telle situation en tant que dirigeant, en tant qu'humain, pour avoir conduit de telles opérations. Et quand on associe à tout ce qu'on a déjà dit, disant que ce n'est pas l'Ukraine qui a voulu cette guerre, ce n'est pas le peuple ukrainien qui a voulu cette guerre, ce n'est pas la Russie qui a créé une invasion de l'Ukraine, mais c'est l'OTAN délibérément qui a déclaré la guerre à la Russie. Il faut l'accepter tel et il faut le prendre tel. Et si on le prend tel, l'OTAN organisée et sous l'impulsion du président du président sorti des États-Unis, visiblement l'objectif, ce n'est pas l'Ukraine, mais c'est d'autres réalités géopolitiques, géostratégiques assez importantes. Et Trump l'a dit clairement que les terres rares de l'Ukraine intéressent les États-Unis. Donc vous voyez que cette boucherie, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore le bout du tunnel et on ne sait pas comment encore ça va se terminer parce qu'on n'a pas très clairement la position tranchée, des décisions fortes plutôt que le président Donald Trump va poser. C'est à l'issue des premières actions véritables de Donald Trump que je pense que les Russes pourront prendre position par rapport à cette crise. Du reste, si Zelensky était vraiment sincère dans ses propos, dans sa conscience à lui-même, il aurait déjà vraiment fait une reculade, ne serait-ce que pour protéger, pour ne pas encore envoyer à la boucherie des soldats encore sur le terrain. Si vraiment c'était cette négociation, il allait créer des zones où il allait faire un retrait pour marquer véritablement sa volonté de promouvoir ou en tout cas de vouloir se réaliser de cette négociation. Je ne pense pas qu'il soit dans ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qui a changé, patient Parfendom, dans la posture, ou du moins dans les positions de Volodymyr Zelensky? Comment réussit-on l'exploit de passer d'un chef d'État légitime qui refuse de négocier avec la Fédération de Russie, d'un chef d'État illégitime et qui ne veut pas négocier avec la Fédération de Russie, mais directement avec Vladimir Poutine? Premièrement, il serait un peu, j'allais dire, incongru de penser que c'est M. Zelensky qui réfléchit, pense et dit ce qu'il a dit. Non. Ce n'est pas Zelensky qui souhaite aujourd'hui échanger directement? Non, ce n'est pas Zelensky. Qui souhaite échanger avec Poutine. Ce sont ses maîtres qui l'ont poussé dans cette guerre absurde où il détruit son pays, où il a fait de son pays un véritable laboratoire pour les expérimentations de choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer, qui lui ont dit maintenant que sur le terrain, on est en train de perdre la guerre et qu'on n'est plus sûr des financements parce que Trump a décidé de ne plus continuer, n'est-ce pas, à mettre à disposition de ces mercenaires qui attaquent, de l'OTAN qui attaque la Russie, ces financements-là. Il faut donner l'impression
que c'est toujours nous qui sommes à la manœuvre. À partir de ce moment, alors que ce même Zelensky a fait signer une loi qui interdisait toute négociation avec Poutine, qui considère comme un criminel, subitement, il est prêt. Depuis octobre 2022, on parle d'un décret ukrainien en vigueur, et le décret est toujours en vigueur, qui interdit tout dialogue avec Vladimir Poutine, tant que Volodymyr Zelensky, ou du moins tant que le président russe est au pouvoir. Voilà. Donc, subitement, qu'est-ce qui s'est produit en tout temps? On ne peut pas comprendre. Ce qui s'est produit en tout temps, c'est qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et ils n'ont plus le soutien qu'ils avaient avant à Washington, qui leur donnait toutes les prédispositions pour continuer à faire tout ce bruit dans les médias. Et là, on voit qu'avec l'USAID, près de 707 médias ukrainiens étaient soutenus par les perfusions de l'argent de l'USAID. On va revenir plus tard sur les expérimentations, n'est-ce pas, sur des singes, sur des souris, pour les transformer, les mâles en transgenres. On verra ça plus tard. On a parlé des recherches biologiques, les armes biologiques développées grâce à cette aide, à ces financements américains. Maintenant, dans le fond, M. Nguené, mais ce n'est pas celui qui perd la guerre qui pose des conditions de la fin de la guerre. Donc, normalement, Zelensky n'a pas du tout, au-delà de Zelensky, l'Ukraine même et l'OTAN n'ont pas la possibilité aujourd'hui de poser les conditions de dialogue pour la fin du conflit. Parce qu'ils ont perdu. Quand vous parlez de conditions, voici ce que Zelensky dit. Oui, il faudrait qu'on échange, mais il faudrait qu'autour de la table des négociations, il y ait au moins 4 acteurs, patient parfendum. Qu'il y ait l'Ukraine, qu'il y ait la Fédération de Russie, les États-Unis, mais également l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que selon lui, l'opération spéciale militaire se déroule en Europe. C'est du bavardage, on appelle ça du bavardage. Ce sont les gars de Deep State qui sont mis en mal, qui sont en difficulté aujourd'hui aux États-Unis, qui lui ont dit, va le dire. Pourquoi? Parce que, de toute façon, les négociations ont déjà commencé. Ce n'est pas parce qu'on veut parler de ça ouvertement. Les négociations ont déjà commencé entre les équipes de M. Trump et l'État russe. Les négociations ont déjà commencé. Et vous voyez très bien. On ne va pas exclure l'Ukraine, patient parfait. Non, il n'y aura pas d'Ukraine. On va leur imposer ce qu'on aura décidé. Comment vont-ils négocier une paix en Ukraine sans les Ukrainiens? On va leur... Quels Ukrainiens? Est-ce que les Ukrainiens sont d'accord pour faire cette guerre? Vous ne voyez pas comment on arrête les Ukrainiens dans la rue pour les amener à l'abattoir au niveau du front? Vous ne voyez pas les Ukrainiens se débattre, lutter même souvent pour nous, par rapport à ces agents, recruteurs, pour qu'ils amènent les Ukrainiens, n'est-ce pas, au front comme du bétail. Les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec cette guerre, sauf que les partis politiques ont été interdits d'opposition. La société civile complètement muselée. Rien. Et ça, avec l'accord de l'Europe, avec l'accord des Britanniques. Quel est l'intérêt des Britanniques à fournir les armes et les moyens pour faire la guerre en Ukraine? L'intérêt de M. Macron, c'est quoi? La France. Quel est l'intérêt de la France de continuer cette guerre-là? Donc, il y a un autre volet d'un autre groupe, n'est-ce pas, qui, sous l'administration Biden, ont décidé d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ils n'y sont pas parvenus. Donc, je dis qu'aujourd'hui, le camp qui a perdu ne peut pas, n'est-ce pas, exiger et dire que ce sont ces clauses-là sur lesquelles on va discuter pour mettre fin à la guerre. Non. Donc pour vous, on peut négocier une paix en Ukraine sans les Ukrainiens et sans l'Europe. Qu'est-ce que vous appelez sans les Ukrainiens? Sans les Ukrainiens, c'est qui? M. Zelensky n'est même plus président d'Ukraine. Il est illégitime, il est illégal. Donc on parle de quoi? Ce n'est pas lui qui... Il y a une loi martiale en vigueur tout de même. On ne va pas organiser les élections donc nous sommes face à une dictature. Dans un contexte nous sommes donc face à une dictature de M. Zelensky et de ses amis. Le contexte n'est pas favorable pour une élection, en tout cas. Je dis que nous sommes dans une dictature dirigée par M. Zelensky et ses amis qui l'ont accompagné jusque-là. Malheureusement, le gros de celui qui tenait cette architecture des États-Unis font défaut. Et à partir de ce moment-là, c'est le groupe LGBT wokisme mondial qui continue de dire à Zelensky, vas-y, faites dans la surenchère, sachant pertinemment que dans les négociations qui ont déjà été enclenchées, et l'Europe, et M. Zelensky, et leurs amis de l'OTAN seront exclus du jeu. Quand la Russie et les États-Unis, dont M. Trump, auront fini de s'accorder
sur la nature, n'est-ce pas, de la paix qu'ils voudront imposer à l'Ukraine, on va appeler M. Zelensky comme un petit chiot. On va dire, assieds-toi là. Voilà ce qui a été décidé, point final. Donc, il fait un peu la surenchère pour se donner l'impression qu'il a encore une force, une capacité d'imposer, n'est-ce pas, le point de vue prétendument ukrainien au niveau de ce qui est en train de se préparer comme modalité pratique de négociation. Donc, ne dormons pas sur l'amplification de ce narratif propre, n'est-ce pas, aux amis du monde anglo-saxon de M. Biden. Ils ont perdu la guerre. L'Ukraine ne compte plus grand-chose. D'ailleurs, vous avez écouté M. Trump. Oui, d'accord, je vais continuer à fournir les armes, mais elles devront être payées rubis sur 11 sur la base, sur les minerais que vous avez sur votre sol. Alors, 70% de ces minerais qui ont été, dont M. Zelensky tente de vendre à Trump aujourd'hui, sont dans les zones qui sont déjà contrôlées par la Russie. Donc, en termes de monnaie de change, il n'a plus rien. Donc, je continue de dire que c'est un homme affaibli, c'est un criminel. Normalement, dans un pays sérieux, on devait prendre M. Zelensky et l'ensemble de tous ces brigands qui l'ont accompagné, les Bogdanov, etc., et les passer par les armes. Parce que ces gens-là, ce qu'ils sont en train de commettre en Ukraine, c'est séquestrer un pays et envoyer toute une jeunesse de ce pays-là à l'abattoir. Et c'est tellement dangereux, ce type est tellement dangereux parce qu'il a été soumis à un ordre international qui est complètement contre nature et qui a pour vocation de créer un chaos généralisé dans le monde pour imposer au monde un certain nombre de données civilisationnelles qui ne sont pas de l'ordre de ce que nous avons aujourd'hui. Mal leur en a pris, malheureusement pour eux, il y a un retournement de situation parce que M. Trump n'est pas d'accord, parce que de plus en plus, les voix se lèvent à travers le monde pour dire cette histoire de LGBT, de transgenre, de wokisme, on maintenant dit de fluide, ça, on peut passer allègrement de quelque chose à une autre chose. On peut être un homme aujourd'hui, une femme demain, et après-demain, être homme et femme au même moment. Ça, le monde libre, la véritable communauté internationale n'en veut pas. Les peuples du monde ne veulent pas de cette folie qui s'est emparée, babylonienne, qui s'est emparée des dirigeants occidentaux. Et M. Zelensky n'est qu'un pion de cette grande architecture qui voulait imposer à l'ensemble de notre planète des données et des comportements et des pratiques qui vont à l'encontre complètement de ce que Dieu a donné à l'être humain, de la nature elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, M. Zelensky peut continuer de s'agiter. Il ne vous représente plus pas grand-chose. Et vous verrez dans la suite de cette affaire-là, les Russes ont le triomphe modeste. On voit très bien qu'ils ont le triomphe modeste. Ils n'osent pas dire à qui veut l'entendre qu'ils sont en train de gagner la guerre. Ils tentent de dire que de toute façon, nous allons enfin pouvoir discuter mais ils savent pertinemment qu'ils ont gagné la guerre et tout le monde libre sait aujourd'hui que la Russie a gagné cette guerre-là. Voilà. Alors, Nabaloum Abdoulaye, que répondez-vous à ceux qui soutiennent l'hypothèse, ou du moins qui soutiennent que l'hypothèse d'un réel dialogue semble encore lointaine au regard justement des principaux acteurs qu'on pourrait mettre sur la table des discussions et même des conditions préalables qui sont évoquées de part et d'autre. Je les rappelle rapidement. Des conditions de Volodymyr Zelensky. Il voudrait des négociations avec l'implication de certains acteurs sur le plan international. La Fédération de Russie, elle, ne souhaite pas négocier avec un président illégitime, mais également pose certaines conditions préalables. La reconnaissance de l'annexion de certaines régions, mais surtout le renoncement de Kiev à intégrer l'OTAN. Est-ce qu'on ne part pas sur la base de certaines données faussées avant même d'entamer ces négociations? Alors, je dirais que pour cette partie, je partage entièrement l'avis du doyen Parfait Ndom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair que l'administration Trump a déjà engagé les négociations et l'annonce faite par Zelensky indique clairement qu'ils sont mis hors, ils ne sont pas pris en compte dans cette étape pour parler entre la Russie et puis les États-Unis concernant la guerre en Ukraine. Donc, c'est comme je le disais, sentant qu'il va être éjecté, c'est pourquoi il en appelle aux acteurs qui l'ont poussé à cette situation, notamment
l'OTAN, notamment la France et tous ces pays européens qui se sont alignés derrière lui pour créer cette situation de catastrophe humaine, de catastrophe de façon généralisée. Donc, je pense effectivement que les négociations ont commencé et ils vont être simplement mis au courant des grandes décisions qui ont été prises. Et pour se donner toujours ce poids ou cette valeur, c'est pourquoi il incite à ce que, effectivement, l'ensemble de ces pays-là puissent également donner de la voix pour que la Russie réagisse. Du reste, quand vous écoutez les interventions des responsables russes, qui sont assez prudentes et assez très bien mesurées, quand on dit qu'on ne se laisse pas, on ne réagit pas aux émotions, ça montre clairement qu'il y a du sérieux qui est en train d'être posé et ceux qui sont en train de s'agiter là ne sont pas pris en compte. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas pris en compte. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas conviés à cette discussion-là. Donc, c'est l'occasion pour eux de donner de la voix dans l'espoir d'être toujours entendus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le relever. Il faut que la population, ou en tout cas d'autres voix commencent à s'élever de par le monde, pour dire simplement à Zelensky de libérer le tablier et vraiment de soulager son peuple et commencer à vraiment demander pardon à la Russie pour cette situation qui ne valait pas d'être engagée. Nous affichons les codes d'accès et nous ferons justement notre deuxième tour au standard dans quelques instants, ou du moins maintenant, à l'instant, avant de revenir clôturer cette émission du point sur l'actualité. Nous l'avons promis, la deuxième vague d'appelants autour justement de cette thématique principale, mais également autour de la thématique d'accueil évoquée il y a quelques minutes. Allô, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Nguéné, il y a longtemps. Sergent depuis les États-Unis. Bonsoir à vous. Nous vous écoutons chaque jour. Monsieur Nguéné, nous devons passer aux choses sérieuses. Parce que, heureusement que la Russie a compris. Parce que nous, les Africains, nous ne savons pas du passé pour comprendre ceux d'en face. L'Occident, c'est un empire de mensonges. Si vous croyez à tous ces blabla qui disent, vous allez vous perdre. Et c'est ce qui se passe avec nous en Afrique. On croit vite à eux. Regardez. Ils ont des coopérations avec nous. Regardez la RDC qui saigne 20 millions de morts, qui est ébranlée. Et c'est le droit de l'homme. C'est les mêmes personnes qui viennent vers vous. Oui, c'est des menteurs. C'est des criminels. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut faire la guerre à ceux-là, et il faut leur donner, et vous pensez qu'il faut leur donner une chaîne de négociation, mais vous allez moisir toujours dans la pauvreté, dans la souffrance. L'Afrique doit quand même honorer, et ça va vous, en radorant le blason, parce que nous sommes en guerre. Vous devez vous préparer à la guerre. Je dis, nous sommes en guerre. Vous devez, dans notre intelligence, préparer tout ce que nous allons faire. C'est la guerre. La négociation, oui. Mais la guerre, vous savez, la Russie protège ce que Dieu a mis sur sa terre. Parce que les vautours veulent dévorer la Russie pour envahir les terres, comme il le faut déjà en Afrique. Si vous les Africains, ne nous allons pas pour défendre les ressources minières que Dieu a placées sur nos terres. Et nous pensons que c'est nos ennemis, l'Occident qui viendra nous aider à sortir de leurs propres mains. Mais nous mentons à nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons à l'AES, armez-vous jusqu'au temps. Je suis content que récemment il y a encore des armes qui sont... Ils n'ont qu'à construire les industries de guerre. Lorsque l'Afrique aura des bombes nucléaires, la France qui n'a rien sur son sol, mais qui a des bombes nucléaires pour terroriser les autres, aura peur. Comprenez ceci. Laissez cette discussion du blabla. Nous sommes en guerre. La guerre se prépare. La guerre se prépare déjà avec eux.
Parce qu'eux, ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas souffrir. Mais si vous croyez en eux, tant pis pour vous. Chassez-les. Je m'arrête ici, nous sommes en guerre. Bye. Jean Sac pour nous, depuis les États-Unis. Merci à vous, Jean. Alors, un autre appelant nous rejoint également. Bonsoir et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonjour, monsieur Nguéné. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ibrahim Bango. Bonsoir à vous Ibrahim. Alors éloignez-vous de votre télévision à la maison, alors baissez complètement le volume. D'accord. Voilà. Je pense que le retour est bien meilleur. Bonsoir à vous Ibrahim, bienvenue sur For You Media Africa. Merci beaucoup. Alors j'ai l'impression que vous cherchez, vous voulez vous réécouter à la maison et à chaque fois on a un double retour. Alors quand vous décrochez, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Quand on vous a donné les assurances à la réalisation que c'est vous qui serez le prochain, pardon, donnez simplement votre point de vue, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, monsieur Nguémé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Nguémé, bonsoir à tous les auditeurs de For You Media. Oui, bonsoir, monsieur Nguémé, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Monsieur Nguémé, à mon avis, je crois que le président Zelensky, là, il a commis trop à sa population. Si c'est lui qui doit négocier avec Poutine aujourd'hui, je crois que c'était mieux qu'il démissionne et qu'il laisse la place à une autre personne. Parce que c'est comment un président peut se laisser manipuler par d'autres présidents comme ça. Et bien après, tout le monde a fui l'Ukraine à cause de lui. Il vient aujourd'hui, il dit qu'il veut encore négocier. Mais c'est mieux qu'il démissionne, il libère la place à une autre personne. Ça, c'est des choses impossibles. Hein, ce n'est pas lui, un grand président comme lui. Avec tous ces tours qu'il a fait là, il vient à la fin pour dire qu'il négocie avec Poutine. Ça, c'est des choses que sa population ne doit même pas accepter, qu'on lui demande de quitter. Hein, parce que même aux Africains, là, il a fait des choses qui ne sont pas bien. Dans mon avis, c'est qu'il faut qu'il libère la place à un autre président et que les Ukrainiens n'acceptent pas qu'il continue à se dire président de l'Ukraine. Merci, bonne soirée. Merci à vous, merci pour votre contribution. D'autres appelants encore, je pense qu'on peut prendre 2 ou 3 en fonction bien sûr du temps du moins de la contrainte de temps à laquelle d'ailleurs nous faisons face. On va essayer d'être bref pour les derniers appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Nguyen. Merci, bonsoir à vous. Je tiens comme ça à saluer toute votre équipe et votre invité. Monsieur Nguyen, l'affaire de l'Ukraine, tout le monde le sait déjà. Les Américains ont déjà établi leur plan. Et le plan est le suivant. Il faut qu'on arrête le ceasefire, comme on le dit souvent, ceasefire au front, c'est-à-dire d'arrêter les hostilités, organiser des élections en Ukraine et négocier un plan de paix entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, le nouveau président ukrainien va le signer, c'est tout. Zelensky ne représente plus rien en Ukraine. Il n'est plus le président de l'Ukraine. Et Donald Trump, c'est un businessman. Il cherche rien que ses intérêts. Et il a dit à Zelensky que fournir les armes à l'Ukraine pour rien, c'est une sale affaire. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, Zelensky cherche même à offrir à Donald Trump les terres rares ukrainiennes. Mais le plan de négociation est simple. On arrête les hostilités au front, on organise des élections démocratiques en Ukraine,
tout juste pour avoir un président démocratiquement élu. Pas pour la négociation, hein, pour signer, pour avoir un acte de présence sur le document qui sera signé entre les États-Unis et l'Ukraine. C'était ça ma précision, M. Nguéné. Merci d'avoir pris mon appel. Bonne continuation de l'émission. Merci à vous. Il faudrait préalablement organiser une élection en Ukraine avant de penser à une négociation de paix que viendra entériner le nouveau président ukrainien. Merci à vous. Alors, M. Peter, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné, et bonsoir à vos invités. Je m'intéresse beaucoup à votre thématique qui est très importante parce que c'est la priorité du moment. Ce que je voulais dire pour rattraper votre téléspectateur de tout à l'heure, les terres rares ukrainiennes se trouvent dans la zone du Donbass actuellement acquises à la Russie. Donc, il n'y a pas de négociation sur une quelconque terre rare présentement avec Donald Trump. M. Zelensky, selon les renseignements que nous avons obtenus, a été lâché par les Occidentaux. Premièrement l'Allemagne et puis après la Grande-Bretagne, tout ça en suivi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ne peuvent pas rattraper la Russie, d'abord sur le plan de l'armement pour faire face à la résistance. C'est impossible puisqu'on nous a fait entendre cet après-midi encore qu'il y a eu une prise stratégique du Donbass. Donc, les jours contre et Donald Trump met la pression dans laquelle il demande que des élections soient faites. Et il y a 3 candidats. Il y a Poroshenko, il y a l'ancien chef d'état-major et puis il y a le maire de Kiev. Donc Zelensky est mis à l'écart. Mais en même temps, il est mis à l'écart. En même temps, il y a le scandale avec Joe Biden qui est en train de sonner puisque de tout le monde le fond des financements du Parti démocrate qui ont été faits en Ukraine sont en instance et M. Elon Musk est trop pointueux là-dessus et il a promis que ça va sortir de terre. Donc, nous nous trouvons dans une situation très, très délicate. Et on nous dit encore que le siège de l'OTAN élabore des plans pour une campagne de diffamation massive visant à saper la crédibilité de Zelensky. Donc, vous comprenez, M. Nguéné, Zelensky se trouve dans une sorte d'embroglio, de turbulence. D'après mes amis ivoiriens, ils disent un thème qui me fait très rigoler, du pain avec des saucissons. Vous voyez, tout ce brouhaha qu'il avait fait auparavant, je ne discute pas avec M. Poutier parce qu'il comptait sur le Parti démocrate et il était certain qu'ils avaient gagné les élections. Mais aujourd'hui, tout est en train de se retourner contre eux. Et surtout, je vais insister là-dessus, l'Allemagne est en train de négocier en souterrain avec la Russie pour le rétablissement de Mainstream 2. Dans le même temps, les États-Unis veulent racheter le Mainstream pour faire de ça une propriété. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, le pauvre Zelensky, il va faire tout le bruit qu'il veut, il va faire toute son agitation, mais c'est peine perdue pour lui. Il va partir, non pas par la petite porte, mais il va se faire ligoter avant que son mandat prenne fin. Je vais m'arrêter ici. Thank you so much. Have a good night. Bye. Merci à vous. Monsieur Peter, alors, pour sortir de l'émission, Nabaloum, que devons-nous tirer comme leçon de ces 3 dernières années de guerre, de pertes de part et d'autre, mais beaucoup plus du côté ukrainien? On a presque envie de dire que depuis février 2022, le rapport de force a toujours été défavorable à Zelensky, et même avant le début de l'opération spéciale militaire russe d'Abaloum. Alors, je dirais la grande leçon qu'on peut tirer de cette guerre, c'est vraiment le début de la chute de la domination occidentale qui voulait s'imposer au monde entier. Et aujourd'hui, la Russie a prouvé que cette domination-là ne peut plus être possible. Donc, pour nous qui prônons le multipolarisme, je pense que c'est un début qu'il faut savoir très bien saisir
et que désormais les relations internationales vont aller dans ce sens de multipolarisme, à contrario de ce système occidental piloté par les États-Unis qui voulait une domination absolue sur le monde. C'est bien dommage qu'il y ait beaucoup de pertes en vies humaines. On n'en avait pas besoin vraiment d'en arriver à cette boucherie. Mais les Occidentaux étant vraiment très têtus et vraiment dans leur ego de vouloir toujours dominer, la Russie a su bien donner la leçon. Et cette leçon, elle va être en tirée et encore pour des décennies et peut-être pour des siècles. Voilà. Doyen, pour sortir, les leçons à tirer de ces 3 dernières années de combat, même si on a l'impression que l'année 2025 sera enfin l'année charnière qui mettra fin à cette boucherie, comme on l'a qualifiée, du côté de l'Ukraine. Non, la leçon à tirer, c'est que pour atteindre certains objectifs, les tenants du monde unipolaire ne reculaient devant rien. Regardez ce que le sort qu'ils ont réservé à l'Ukraine, ce que est devenu l'Ukraine aujourd'hui, sa jeunesse, avec des cerveaux totalement lobotomisés, les élites au pouvoir, tous ces gars-là qui étaient autour de M. Zelensky, ce sont de véritables criminels, n'est-ce pas, des traîtres à la patrie. Normalement, si au niveau de l'Ukraine, on pouvait avoir des militaires d'un certain niveau, c'est de faire un coup d'État et de ramasser tout ce monde-là et de les passer par les armes. Deuxièmement, c'est de dire quand même que la proposition de Trump elle-même, elle indique ce que le peuple du monde peut subir demain, surtout ceux qui sont faibles. Alors qu'on aurait réellement pensé que c'est à partir de ces minéraux qui sont au niveau du sous-sol ukrainien que l'Ukraine aurait pu se reconstruire. Voilà qu'on lui fait notre proposition en disant, à savoir, on va continuer de vous fournir des armes, vous faire semblant de tenir encore tête à la Russie, mais en contrepartie, dans tout ce qu'on vous a fourni avant, on va vous le facturer, on va prendre ce qui vous reste encore d'important, c'est-à-dire vos richesses, parce que nous, on veut continuer la guerre et la lutte et la compétition contre la Russie, la Chine et d'autres pays émergents. Quelle richesse d'ailleurs. On parle de minerais rares, mais quand on regarde la cartographie, patient parfum d'homme, la plupart de ces minerais sont sur les territoires russes. Oui. On fera comment? Près de 70%. Comment Zelensky peut-il négocier, passer un tel accord, alors qu'il n'est pas sûr de tenir justement ses engagements vis-à-vis des États-Unis? Ils se sont pris les pieds dans le tapis, parce que la première position de Zelensky, c'était qu'on va reprendre nos territoires. Oui. Lui sachant qu'il y avait un deal qui passait déjà avec ces gens. Bon, maintenant que ce n'est plus possible, le peu qui va lui rester, on va tout prendre. C'est-à-dire que les 30 ou 20% qui vont lui rester, je souligne quand même qu'en termes de richesse de sous-sol, les richesses ukrainiennes sont supérieures à tout ce que l'Europe occidentale réunit a. L'Ukraine a lui tout seul, il a tout cela. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que pour les Américains, ils vont dire, nous, on n'a pas perdu officiellement, même si officieusement, on sait que les soldats américains qui sont battus, et qu'il y a beaucoup qui sont morts. On parle de plus de 1000 soldats, par exemple, polonais qui sont morts là-dedans. Nous, officiellement, on n'a pas participé à la guerre. Mais officiellement, nous allons prendre le maximum qu'on peut prendre. N'oubliez pas que même le financement, une bonne partie reste aux États-Unis. Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, s'est plaint parce qu'il n'a pas reçu la totalité des sommes promises. Et on comprend également mieux pourquoi l'Europe aujourd'hui veut impérativement participer à ces négociations. Au regard de ce que vous soulignez, patient parfum d'homme. Mais parce que pour les Européens... On a l'impression que l'Ukraine deviendra finalement un gâteau qu'il faudra se partager. Absolument. Les États-Unis, l'Europe et tout, chacun voudra sa part. Mais surtout sur le plan politique, c'est un déclassement. C'est-à-dire, qu'est-ce que Trump est en train de dire aux Européens? Ne continuez pas à faire le beau. Vous n'êtes pas la place que vous pensez être. Vous êtes une puissance dégradante, n'est-ce pas, qui est en train de péricliter, dont vous n'avez plus le droit de vous asseoir à la table là où ça se décide. Alors, vous savez, on a fêté... Pour sortir, doyen. Oui, je pense que le 80e anniversaire, si je ne me trompe pas, de la réunion qui va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et qui va décider, n'est-ce pas, de l'avenir sur le plan international des différentes structurations
des organisations mondiales plus tard. Mais là, l'Europe était présente parce qu'il y avait la Grande-Bretagne. Ici, avec cet accord qui va structurer certainement la nouvelle géopolitique internationale, l'Europe n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un déclassement de l'Europe. On va leur dire que c'est fini, vous n'êtes plus la puissance que vous étiez hier, vous serez obligé d'être à la remorque des États-Unis si vous voulez continuer à espérer exister. Donc, cette réunion se tenant en Crimée, comme j'ai mis des choses dans la tête, le nom de la ville m'échappe pour l'instant, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que l'Europe voit très bien, et au-delà de l'Europe, l'ensemble de ce groupe wokisme, et LGBTisme, etc., voit très bien que leurs intérêts ne seront pas pris en compte dans les négociations. C'était la conférence de Yalta. Voilà, ne seront pas pris en compte dans ces négociations qui sont déjà en train d'affiner les dernières pages pour devenir, n'est-ce pas, pour la signature officielle des accords à venir. Merci à vous, patient parfait d'homme. Nabaloum Abdoulaye depuis Ouagadougou, les invités de cette émission du Point sur l'actualité. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à la grande équipe de la réalisation. Merci également à vous. Très bon début du week-end à tous.